Bonjour à tous, donc, je vais vous parler aujourd'hui un peu d'écologie et donc des blocs écologiques. Donc d'abord, la première chose dont on parle souvent, c'est le réchauffement climatique. Juste un petit rappel, je ne sais pas forcément ce que c'est. Aujourd'hui, la Terre reçoit l'ensemble de son énergie du Soleil. Il faut savoir qu'il y a un bilan énergétique en fait, qui est nul entre ce qu'elle reçoit et ce qu'elle réémet. Donc il y a une partie de l'énergie qui est directement envoyée dans l'espace et une partie de l'énergie qui va atteindre les différentes couches de l'atmosphère ainsi que le sol, et qui va être réémis par des rayonnements. Et là où ça nous intéresse, c'est que ces rayonnements, avant de repartir dans l'espace, vont faire plusieurs allers-retours, puisqu'ils vont être entre guillemets capturés, bloqués par les gaz à effet de serre. Donc il y en a plusieurs, le dioxyde de carbone, le méthane, l'ozone et le protoxyde d'azote. Sachant que le dioxyde de carbone, c'est celui dont on parle le plus, puisque c'est le plus important. Donc cet effet de serre permet à la Terre d'avoir une température à la surface d'environ 15 degrés. S'il n'y avait pas les gaz à effet de serre, on aurait une température plutôt aux alentours de moins 19 degrés. Donc il y a un équilibre qui existe, et nous, avec nos émissions, en fait, on vient mettre en péril cet équilibre, et donc on vient modifier la température à la surface de la Terre. Donc aujourd'hui, où on en est, donc selon le dernier rapport du GIEC de 2013, en fait, depuis 1850-1900, on a une majoration des températures actuellement de 1,09 degrés. D'ici 2030, on sera à 1,5 degré. Et si on ne fait rien, d'ici 2100, on sera à plus de 3 degrés de réchauffement. On voit sur le deuxième graphique une majoration des gaz à effet de serre, donc du CO2 et du méthane, de 47% pour le CO2 et de 158% pour le méthane. Et on voit sur le troisième graphique, ici, que 80% de ces émissions, en fait, elles sont liées à l'activité humaine, puisque c'est les énergies fossiles et l'industrie. Donc on est les responsables de ces émissions. Les objectifs qui ont été fixés par le GIEC, c'est d'arriver à un pic en 2025, puis une décroissance avant d'arriver à une neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone étant d'avoir autant d'émissions que le puits de résorption de dioxyde de carbone. Donc juste rapidement, le réchauffement climatique, quel impact? C'est un sujet qui pourrait faire un topo à lui tout seul. Donc les impacts sur la santé, il y en a beaucoup, ça va être tout ce qui va être déjà vague de chaleur, mais surtout en fait ça va être pluridisciplinaire dans le sens où on va avoir à la fois des événements météo, donc les chaleurs dont je parlais, l'augmentation des niveaux de la mer, la pollution de l'air, la raréfaction de l'eau, bref, tous ces événements vont mettre en tension des populations déjà précaires et à la fois donc, des systèmes de santé qui le sont aussi. C'est pour ça que le réchauffement climatique a un impact majeur pour nous dans le cadre de la santé. Donc juste quelques notions que je vais répéter par la suite, je vais parler dès maintenant. On va beaucoup parler du potentiel de réchauffement global, le PRG, aussi en anglais donc le Global Warming Potential, qui est en fait le pouvoir réchauffant d'un gaz à une échéance donnée. Donc, par exemple, à droite, on voit la référence, c'est le dioxyde de carbone. À 20 ans, 100 ans et 500 ans, c'est un PRG de 1. Si on prend le méthane, donc il va avoir un PRG de 72 à 20 ans, c'est-à-dire qu'à 20 ans, c'est 1 kg de méthane équivaut à 72 kg de dioxyde de carbone. Donc c'est une unité qui nous permet de comparer en fait les émissions entre elles en se basant sur le dioxyde de carbone. L'équivalent CO2, en fait, c'est la quantité produite. Donc c'est le PRG fois la quantité qui va être produite d'un produit. Et donc ça nous donne une quantité de dioxyde de carbone équivalente. Et enfin, on va beaucoup parler aussi d'analyse du cycle de vie, qui recense en fait et quantifie donc, tout au long de la vie d'un produit les flux physiques de matière et d'énergie, que ce soit au moment où on produit le produit, on va chercher les ressources primaires, jusqu'au moment où on va le recycler ou le jeter dans la nature. Donc, au niveau mondial, actuellement, dans le secteur de la santé, au niveau mondial, on estime que ça représente 5,2% des émissions mondiales, à savoir 2,7 gigatonnes de CO2 par an. En bas à droite, je vous ai mis juste des petits comparatifs pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Ça fait 14 milliards de kilomètres de CO2 par exemple. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le graphe de gauche, on peut avoir en abscisse, vous avez les émissions par personne et en ordonnée, l'espérance de vie, et ce qu'on peut voir, c'est que des pays comme la France vont réussir à être assez efficaces et à avoir des émissions par personne faibles, avec une espérance de vie élevée, et par contre d'autres pays comme les USA, en revanche, qu'on voit bien à droite, vont avoir des émissions très importantes. C'est ce qu'on voit sur le graphe de droite.
Certains pays vont être très pollueurs, par exemple l'Australie, du fait de ses ressources primaires. D'autres pays vont être très peu, probablement parce qu'ils ont un système de soins qui est très peu développé aussi. Au niveau de la France, quand on regarde ce bilan, donc en France, on émet environ 49 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui fait 8% du total des émissions de CO2 en France. Et quand on voit comment c'est réparti, on a 29% pour l'achat et l'utilisation des médicaments et 21% pour l'achat des dispositifs médicaux. C'est-à-dire que sur le domaine de la santé en France, déjà, ça représente 50%. Juste les médicaments et les dispositifs médicaux. Derrière, on peut voir aussi de façon intéressante, donc le transport des usagers et des visiteurs, c'est 9%. Nous, quand on vient travailler, ça représente 4%. Et enfin, les gaz qu'on utilise, donc l'oxygène, les halogénés, les clims, c'est 2%. Au niveau de la PHP, donc la PHP a fait son premier bilan carbone en 2019. Maintenant, les bilans carbone, c'est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 250 habitants. Au niveau de la PHP, donc ça représente 1,2 million de tonnes de CO2 par an, soit 2,5% du secteur de la santé en France. Et on retrouve à peu près les mêmes pourcentages. Le soin, donc les médicaments, les dispositifs médicaux, c'est environ 56%. L'énergie, c'est l'équivalent de la ville de Montpellier, ce qui est quand même pas mal. Et puis ensuite, c'est la mobilité et l'alimentation. En bas, encore une fois, vous pouvez voir l'équivalent. C'est-à-dire que la PHP, ça représente environ 508 millions de kilomètres en TGV parcourus chaque année. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui va nous intéresser, alors j'ai décidé d'axer mon topo uniquement sur l'anesthésie, parce que sinon il y aurait trop de choses à dire, c'est déjà de faire un état des lieux au bloc opératoire. Donc il y a plein d'études qui sont sorties, qui recensent un peu les différents postes de pollution au sein du bloc opératoire. Par exemple, il y a une étude de 2020 dans l'Annal of Surgery, qui a fait une revue de différentes études, et qui retrouve que pour chaque opération, on émet entre 6 et 800 kg de CO2 par chirurgie. Ce qui est quand même beaucoup. Il y en a une deuxième étude qui retrouve à peu près ces ordres-là. Par contre, ces études se basaient uniquement sur ce qui se passe au bloc opératoire. La NHS en Angleterre, qui est le système de santé anglais, ils font des bilans carbone déjà depuis plus d'une quinzaine d'années, et en fait, eux, ils ont pris dans leur analyse en compte le patient, c'est-à-dire ses journées d'hospitalisation, les déplacements. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans leur analyse, par opération, ce qui revient en premier, c'est les gaz anesthésiques. 42% des émissions de gaz à effet de serre, c'est les gaz anesthésiques. En deuxième, c'est les consommables uniques, c'est l'énergie, pardon. Et en troisième, c'est les consommables uniques. Et donc, par opération, on estime, en tout cas en Angleterre, qu'il y a des sources d'énergie à peu près similaires aux nôtres, qu'il y a 104 kg d'équivalent CO2 qui est émis. C'est l'équivalent de 500 km, quasiment 550 km en moto, pour une opération. C'est quand même pas mal aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a des recommandations qui sont sorties en 2022 par l'ASFAR. La première, c'est quel gaz on va utiliser. Actuellement, les trois principaux gaz, c'est le desflurane, l'isoflurane et le sévoflurane. Et donc ce qu'on a calculé dans un premier temps, c'est le PRG100. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un peu pour pouvoir comparer les gaz. Et en fait, ce qu'on voit initialement déjà, c'est que le desflurane, il est très polluant. Il a un PRG100 de 2540 comparé au sévoflurane de 127. Si vous regardez dans la littérature, vous retrouverez beaucoup de données avec des valeurs qui sont un peu discordantes. Moi, j'ai pris les dernières, celle d'une analyse qui justement a fait un peu le point sur le sévoflurane, puisque c'est celui qu'on utilise ici en majorité. Et on retrouve donc effectivement un PRG de 127 pour une durée de vie de 1,4 ans. Il y a une autre étude qui s'est amusée, entre guillemets, à regarder un peu justement l'impact relatif sur le réchauffement climatique d'une heure de Mach à Mach 1, pour une chirurgie avec un débit de gaz près de 2 litres. Donc ce qu'on peut voir en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle le CDE20, donc qui est l'équivalent carbone émis une heure de chirurgie à Mach 1 avec un DLG à 2 litres. Et en fait, on va voir que le desflurane est extrêmement polluant par rapport aux autres. C'est 27 fois plus polluant que le sévoflurane, et l'isoflurane est 2 fois plus polluant que le sévoflurane sur ce type de chirurgie. Donc la première recommandation qui a été émise déjà, c'est d'utiliser le sévoflurane quand c'est possible. Nous, c'est ce qu'on fait ici. Deuxième chose, le protoxyde. Cette même étude s'est amusée à comparer, donc encore une fois, les émissions totales pour une heure de chirurgie à Mach 1 avec un débit de gaz frais de 2 litres en introduisant donc du protoxyde. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a une majoration à isogaz, déjà on a une majoration de 590%, ne serait-ce que pour le sévo. Le seul où entre guillemets ça a un intérêt, c'est le desflurane.
effectivement, on a une diminution de 40%. L'isoflurane, pareil, une majoration de 290%. Donc là, encore une fois, une nouvelle recommandation qui nous conseille, quand il n'y a pas de bénéfice clinique, en tout cas de ne pas utiliser d'N2O. La deuxième chose, c'est que si jamais il y a besoin de l'utiliser, on recommande de l'utiliser dans des bouteilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, on estime, il y a plusieurs études qui sont sorties, qui estimaient jusqu'à 40% des pertes de gaz dans les conduites d'alimentation, et qu'en fait, il y a énormément de gâchis liés à ça. Ensuite, le débit de gaz frais. Aujourd'hui, on a la chance ici d'avoir beaucoup de machines qui ont de l'ENOC, ce qui n'est pas le cas partout. Pendant des années, les gens ne faisaient pas vraiment attention au débit de gaz frais. Ça fait maintenant longtemps qu'on trouve plein de publications sur l'utilisation de bas débit de gaz frais. Ce qu'on peut voir ici dans ce tableau, c'est qu'en utilisant des débits de gaz frais différents, le ratio de CDE, forcément, il augmente. Si on utilise des débits de gaz frais plus importants, forcément, on va avoir une consommation plus importante. Et l'inquiétude sous-jacente était, par exemple, que pour le sévoflurane, on avait peur de créer du composé A, qui est un produit de dégradation du sévoflurane quand il passe dans la chaux sodée. Ça fait des années qu'en fait, alors ça, on n'a jamais réussi à le montrer sur l'homme, ça a été montré sur des rats. Et en tout cas, ce qui est dit, c'est que depuis les années 2000, où on a de nouvelles chaux sodées, en théorie, on n'est pas censé produire du composé A. Il y a une étude qui est sortie en 2023, si je ne dis pas de bêtises, 2020, pardon. On voit à droite qui alors, a comparé ici la créatinine à 24 heures en haut sur un débit de gaz frais supérieur à 1 litre et en bas sur un débit de gaz frais inférieur à 1 litre. Et en fait, on voit que c'est NS. Il n'y a pas de majoration de la créate, il n'y a aucune différence. Donc aujourd'hui, les experts et donc les recommandations, c'est d'utiliser des débits de gaz frais bas. Alors, ce n'est pas défini quel seuil, mais en général, on estime que c'est 1 litre. Aux États-Unis, comme il y a toujours cette peur des composés A, eux, ils disent au moins 2 litres. Et bien sûr, la deuxième reco, c'est si jamais on peut faire de l'ENOC, de faire de l'ENOC. Le recyclage. Aujourd'hui, les gaz sont très peu métabolisés. Le biflurane, c'est 0,05%. Le plus important, c'est le sévoflurane. Il y a 5% qui est métabolisé. Ce qui fait que l'ensemble du gaz qui est rejeté par le patient, en fait, il y a 95% du gaz qui est inchangé. Moi, j'ai découvert ici en Grand Topo que les prises de Sega de sortie, en fait, elles envoient uniquement le gaz à l'extérieur. Je pensais que derrière, il y avait un recyclage qui se fait récupérer. Absolument pas. En fait, ça part dans l'atmosphère derrière, c'est juste pour éviter de polluer l'air du bloc opératoire. Ce qui fait qu'en fait, on met 95% du gaz qui passe dans le patient à la poubelle. Donc ce serait intéressant de voir si éventuellement il n'y a pas des systèmes de recapture. Au moment où les recos sont sortis, il y avait pas d'études qui permettaient de préconiser l'utilisation de ces systèmes. J'ai fait un peu de recherche, il en existe 3. Le premier, le Baxter contraflurane. Sur l'étude que j'ai réussi à trouver, on estime qu'il y a ils ont réussi à démontrer une récupération de 25% du gaz. Comment ça se passe? En fait, c'est juste une sorte de canette qui est en sortie, qu'on voit à droite, qui va récupérer le gaz. Ensuite, on doit renvoyer au constructeur, qui lui va ensuite ressortir le gaz, qui va ensuite être envoyé dans une autre usine pour ensuite reproduire du gaz. Actuellement, ce gaz, on ne peut pas l'utiliser puisque ce n'est pas autorisé d'un point de vue légal. Et surtout, il y a la question du cycle de vie de tous ces transports. Le deuxième système, c'est le Deltazord, dont on parle, dont on a fait référence d'ailleurs de ma part. Je n'ai pas réussi à retrouver d'études. Apparemment, c'est utilisé au Canada. J'ai trouvé une étude en France en réanimation, mais qui ne nous intéresse pas ici. Et enfin, le dernier système où j'ai trouvé le plus d'études, c'est le Sage-Tech VCD. 2 études qui ont été faites sur des bancs d'essai, donc avec des faux poumons. Donc c'est uniquement, on fait passer un gaz dans ces canules et on voit derrière ce qui en ressort. On pèse avant, après et on peut déterminer donc, le volume récupéré. On obtient effectivement des résultats très satisfaisants, de l'ordre de 95%. Et une troisième étude, alors qui n'a pas encore été publiée, c'est un commentaire sur la première étude d'une personne qui l'a fait sur 50 patients et qui, lui, retrouve des taux de l'ordre de 43 à 51% de récupération. Alors pourquoi une telle différence? Pour eux, en fait, il y a énormément de gaz qui est emmagasiné dans le patient, et en fait, au moment où on a des fractions d'expirer qui sont quasi nulles, le patient en a encore beaucoup en vie, il n'est pas en train d'expirer, qui va expirer sur les heures qui viennent. Donc en fait, on a une perte, probablement par les patients, sur les heures qui viennent, et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Toutes ces études, donc il n'y a pas de prise en compte du cycle de vie. Mais
comme je disais, en fait, à l'heure actuelle, ce qui est récupéré, on ne peut pas le réutiliser puisque c'est pas légal. Donc en fait, on ne peut pas recommander l'utilisation de ce type de dispositif pour le moment. Il faudra faire plus d'études et surtout faire une analyse du cycle de vie, ce qui n'est pas encore le cas. Ensuite, beaucoup d'auteurs se sont penchés sur le sujet de savoir comparer sédation IV contre inhalée en termes de coût écologique. Donc, par exemple, cette étude a été faite donc, en analyse du cycle de la vie. Ils ont regardé donc, pour les 3 gaz, ils ont regardé les différents procédés de production qui existaient. Il y en a un qui est très polluant, par exemple pour le CO, et un deuxième, le B, qui l'est moins. Ils ont regardé ensuite pour différents scénarios, donc différents DFG, différents gaz vecteurs, enfin NO ou pas NO, et ensuite dispositif de recapture des vapeurs. Les résultats, donc nous, ce qui va entre guillemets nous intéresser, c'est les premiers, c'est sans système de recapture. Et en fait, ce qu'on voit clairement, le propofol est beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre que l'ensemble des gaz, même dans les meilleures situations. On émet 1 kg de CO2 dans le propofol. Et si jamais on utilise un système de recapture, dans le meilleur des scénarios, avec un DFG bas, une production par la méthode B qui est celle qui est la moins polluante, là, effectivement, on arriverait à être équivalent au propofol, mais on ne le pense pas parce qu'on n'a pas de système de recapture. Donc, tout ça pour dire que cette étude montre qu'en fait, le propofol est beaucoup moins polluant que l'utilisation des gaz halogénés. Une deuxième étude qui retrouve aussi là, alors qui était un peu moins avec moins d'hypothèses, qui compare encore une fois donc le TIVA, c'est l'utilisation du propofol pour la sédation au sévoflurane et au déflurane. En fait, on voit que clairement en termes de kilogrammes de CO2 équivalent, on est à 3,2 pour le propofol et on est à 70 pour le sévoflurane. Donc encore une fois, on dit que le propofol est bien moins polluant. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça dépend du pays où on est. Si on va en Australie, la majorité de l'énergie est carbonée. En fait, votre seringue, qui marche à l'électricité, qui marche avec des centrales à charbon. Donc en fait, là, on n'est plus aussi gagnant. Le propofol, ce qui n'est pas pris en compte, là, c'est qu'il y a 30% qu'on jette à la poubelle. Entre toutes les seringues qu'on n'utilise pas, quand on va injecter 100 mg au patient, on a des ampoules de 200, on estime qu'on perd environ 30% du propofol. Ça pollue les sols. Normalement, il faudrait l'incinérer, ce que bien sûr personne ne fait. Donc, il faudra peut-être faire aussi d'autres analyses pour prendre en compte cette partie-là, ce qui n'est pas le cas actuellement. Une étude assez intéressante, l'information pour tous, dans un centre français, ils se sont amusés, entre guillemets, à partir de 2018, à faire des communications et à sensibiliser l'ensemble des soignants, l'ensemble des anesthésistes et des internes aux gaz halogénés, à leur pollution, et à former les internes à faire de la sédation par propofol. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué par la suite, sur les années qui ont suivi, c'est une diminution des achats de déflurane de 99%, une diminution des achats de sévoflurane de 90%, et une majoration des achats de propofol de 11%. Le tout sans changer les protocoles de service, uniquement en faisant de la communication et des formations initiales sur l'utilisation du propofol en sédation complète. Ça représente quand même une diminution de 95% des gaz à effet de serre, soit 485 tonnes, et donc on passe par chirurgie chez eux de 45 kg de CO2 à 2,2. Ils en font 17 000 par an, ça fait quand même une belle économie. Ça fait par chirurgie 220 km en auto économisé, ce qui est quand même pas mal. Donc comme quoi la communication est importante. Une autre étude, cette fois-ci, sur les dispositifs jetables. Là par exemple, c'est les lames de laryngo, uniques ou réutilisables, 4 scénarios, jetables, recyclés, réutilisables en monogasterie, avec 3 fabricants. Dans cette étude, en fait, on arrive à montrer qu'en utilisant des lames réutilisables, on diminue entre 1,43 et 1,54 kg de CO2 par intubation. Et on voit en bas à gauche en fait, qu'à partir de 3 intubations, on est déjà positif, qu'il y a déjà un intérêt à utiliser des lames réutilisables. Et ça, ils ont utilisé différents sous-traitants, qui, peu importe d'où ils viennent, il y en a qui viennent du Pakistan, il y en a un qui vient d'Allemagne, il y en a un d'Angleterre. En fait, on se rend compte que la part liée au transport est surtout derrière le retraitement.
Là, c'est une méta-analyse qui a fait le même travail, qui a recoupé l'ensemble des études qui traitaient à des matériels uniques. Et je ne vais pas vous la détailler parce que ça prendrait des heures. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que pour énormément de matériels qu'on utilise les plateaux d'anesthésie, les masques faciales FFP, les masques laryngés, les lames, il y a des manches de laryngo jetables, je ne savais pas que ça existait, les contenants pour aiguilles souillées, les blouses chirurgicales, mais en fait, on montre que dans toutes ces situations, à chaque fois, on est gagnant en termes de gaz à émission de serre, et on utilise des dispositifs qui sont réutilisables. Ce qu'on voit, c'est que sur les usages uniques, la majorité de la pollution, elle vient de la production, et quand c'est réutilisable, c'est la remise en condition, donc la stérilisation. Peut-être aussi on peut encore gagner en optimisant ces procédés-là. Bien sûr, ça dépend encore une fois de la provenance de l'énergie. Ce qui est vrai là ne sera pas forcément vrai en Australie. Donc, en conclusion, en fait, ce qu'on voit, c'est quand même que dans notre pratique, on a un impact écologique non négligeable du secteur de la santé sur les émissions de gaz à effet de serre. Moi, je sais que personnellement, j'en étais pas conscient à ce point-là. On voit qu'il y a une réelle prise de conscience des sociétés savantes, puisqu'on voit énormément d'éditos en ce moment qui sortent là-dessus, avec beaucoup de recommandations. On se rend compte qu'il y a quand même des actions qu'on peut réaliser nous-mêmes à notre échelle. Et ce qui est important, par contre, de garder en tête, c'est qu'il faut faire des études d'impact qui commencent en amont de la salle opératoire. Donc, bien utiliser l'analyse en cycle de vie, puisqu'effectivement, un produit, c'est comme une voiture. On peut se dire une voiture électrique, c'est super. Par contre, la voiture électrique, il faut quand même la produire. Il y a les polluantes à produire. Et enfin, c'est des études à réaliser en collaboration. Donc, une étude, par exemple, il va falloir travailler en collaboration avec les personnes qui font la stérilisation, avec les chirurgiens. Et les take-home messages, donc pour moi, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut se former, communiquer et faire de la recherche sur ces sujets-là. Là, ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que chez certaines personnes, vont se dire tiens, je vais modifier mes comportements. Je trouve que c'est important d'en parler. Moi, j'en ai parlé avec les IAD. Il y a certains IAD qui ont découvert qu'effectivement, les prises Sega, ça allait dehors. Et effectivement, ils se sont dit ça peut être intéressant d'utiliser des débits de gaz frais moins importants. Voire globalement. Par là, j'entends que, encore une fois, c'est pas que le produit qui est vendu, mais c'est tout son cycle de vie. Et enfin, ce que je peux faire moi-même, il y a plein de choses à avoir recours à des seringues pré-remplies, par exemple, réfléchir à l'intérêt de préparer des drogues à l'avance. On prépare énormément de plateaux d'intubation, combien on en met de drogue, combien on en met à la poubelle. Donc arrêter le gâchis, éteindre l'oxygène. Trop souvent, on passe et on voit des prises d'oxygène qui sont allumées. En fait, ça coûte rien de les fermer. Utiliser les NOC quand on peut ou les débits de gaz très faibles. Privilégier l'utilisation du propofol quand on peut. Recycler les lames de laryngoscope, ce qu'on fait déjà ici. Éteindre les lumières, c'est con, mais à chaque fois que je passe le bloc, je vois être allumé partout. Utiliser de cadavres stériles pour rien. Et enfin, sensibiliser tous les interlocuteurs à la conduite du changement. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention.